Le candidat suivant, c'est un homme politique, forcément, mais il est également journaliste. Il est l'ancien directeur de rédaction de l'Humanité. Il est coordinateur national du PCF et il est pressenti comme futur successeur à Marie-Georges Buffet. Il est doté actuellement de 7% d'intention de vote. Et il vient présenter la liste du Front de gauche. Je vous rappelle que le Front de gauche est composé du Parti communiste français, du Parti de gauche et de la gauche unitaire. Je vous demande s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Laurent. Alors, je vous en prie d'apprendre un micro. Vous en avez 2 au choix en plus. C'est formidable. Alors, merci Pierre Laurent d'avoir accepté l'invitation de Sciences Po TV pour ce grand forum des régionales. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci à vous. La première question, c'est toujours la même. On la réserve à tous les candidats. Si on devait retenir une formule, une proposition dans votre campagne, quelle serait cette proposition ? Si j'en avais une à retenir, il y a un énorme problème du logement en Île-de-France. Il faut construire au bas mot 50 000 logements sociaux par an et beaucoup de logements étudiants. Et pour le moment, pour le faire, il y a beaucoup trop de communes qui refusent de participer à cet effort de construction du logement social. Je cite un exemple. Dans le département des Hauts-de-Seine, je le prends pas tout à fait par hasard puisque c'est le département de Nicolas Sarkozy, il y a 14 communes sur les 36 de ce département qui ont des taux de logements sociaux sur leur territoire qui est dérisoire, de 2% à Neuilly à 5-6% dans une partie de ces villes-là. Et malgré la loi qui oblige à construire 20% de logements sociaux sur son territoire, ces villes restent hors la loi. Donc nous sommes pour des mesures maintenant contraignantes pour ces villes, parce que sinon on ne résoudra pas le problème du logement en Île-de-France. Et nous proposons de suspendre les aides de la région aux communes qui ne s'engagent pas à respecter le seuil légal de 20% de logements sociaux sur leur territoire. Ça nous paraît être un devoir de solidarité élémentaire. Toutes les associations crient alerte sur la question du logement social et nous ne pouvons pas laisser des pans entiers du territoire d'Île-de-France hors de cet effort de solidarité. Alors, à quelle hauteur se porterait l'investissement nécessaire, selon vous, pour finalement obtenir les 20% de logements sociaux dans chaque commune ? Il faut mobiliser tous les financements possibles, mais il faut aussi libérer. C'est pour ça que je parle de c'est pas seulement un problème de financement. C'est qu'il faut libérer des territoires pour construire du logement social. Il faut libérer du foncier. Et donc c'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Ces villes-là, c'est pas qu'elles manquent d'argent. Précisément celles qui refusent de construire du logement social sont les villes qui ont de l'argent, sont les villes qui ont des moyens, les villes qui sont les plus riches de l'Île-de-France. Donc c'est une question de volonté politique. C'est des villes qui, d'une certaine manière, interdisent la mixité sociale sur leur territoire. Moi, j'appelle ça les ghettos de riches en Île-de-France. Et il faut mettre en cause ça, donc c'est pas un problème de moyens. L'argent en Île-de-France, vous savez, l'Île-de-France, c'est la région la plus riche de France. On y produit 30% de la richesse nationale. Si dans la région où on produit 30% de la richesse nationale, on n'a pas les moyens de construire du logement social, faut m'expliquer comment on peut le faire dans des régions qui sont moins riches que celle-là. Merci. Alors, le jeu un peu de cette première étape, de nos premières 5 minutes, il se trouve à côté de vous, c'est un bocal. Dedans des papiers, vous en tirez un au sort, vous me le donnez. Dedans, il y a une question que je vais découvrir en même temps que l'assistance. Merci. Toujours un peu le frisson. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Question transport. C'est la deuxième de l'après-midi. Sachant qu'il est 7h30 sur la ligne 13, heure d'affluence, et que vous vous rendez en gare Saint-Lazare en partant d'Asnières-Gennevilliers, combien de temps pouvez-vous espérer mettre pour vous rendre à votre destination, étant donné que malheureusement ce matin, il y a exceptionnellement une panne matérielle ? On peut mettre beaucoup de temps. C'est une question que je connais bien parce que j'ai travaillé j'habite moi-même dans un quartier de l'Est parisien et j'ai travaillé à Saint-Denis pendant 25 ans. Donc j'ai pris la ligne 13 tous les jours.
Donc la ligne 13, je connais par cœur. C'est une ligne, quand on arrive à la Fourche, le matin, on peut attendre, quand tout se passe bien, on peut attendre 2 ou 3 métros pour réussir à rentrer dans un métro. Et quand tout se passe mal, c'est-à-dire quand il y a des pannes, beaucoup de temps. Cette question-là, c'est la question des transports et de l'investissement dans les transports. C'est une des questions prioritaires en Île-de-France. Nous, on estime qu'il faut, pour résoudre le problème des transports en Île-de-France et donner à tout le monde la possibilité de se déplacer dans les transports publics, il faut un effort d'investissement de 4 milliards d'euros à l'échelle de l'Île-de-France par an. Ce qui représente le budget de la région. Ce qui représente le budget de la région. Ça suppose de mobiliser des moyens de la région. Ça suppose de mobiliser des moyens de l'État. Mais vu l'importance de la région, ça le justifie. Et ça suppose, à nos yeux, d'engager avec le syndicat des transports d'Île-de-France un grand emprunt pour faire cet effort d'investissement. Mais si on ne le fait pas, toutes les promesses sur le fait qu'on va résoudre le problème des transports publics en Île-de-France, c'est du pipeau. Parce que, par exemple, pour prendre le problème de la ligne 13, pour résoudre le problème de la saturation de la ligne 13, il faut dédoubler la ligne 13 à hauteur de la Fourche, puisque vous savez que c'est une ligne où on va d'un côté à Saint-Denis, d'un côté à Agnières-Gennevilliers. Donc il faut cet effort d'investissement dans les transports publics, et il faut aussi embaucher, parce que les problèmes, les incidents matériels dont vous parlez, c'est que les emplois qu'on supprime à la SNCF et à la RATP, on les supprime aussi dans les emplois de maintenance et d'entretien, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pannes. Merci pour votre réponse. Presque dans le temps imparti, ce qui est parfait. Vous avez vu qu'on a un bruit de ring. C'est comme sur on va faire de la boxe, mais on respecte le bruit. Alors, tout de suite, passons aux questions du panel. J'ai une première question, il me semble, de la part de Thibaut. Oui, une question de Thibaut. Un micro pour Thibaut, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Monsieur Laurent. Bonjour. Donc je suis moi-même concerné par les questions environnementales et j'aimerais savoir ce que vous proposez de plus qu'Europe Écologie. Merci. Je crois que la grosse différence, c'est que je pense qu'il n'y a pas de politique écologique possible si on ne s'attaque pas aux logiques de rentabilité des grands groupes capitalistes en Île-de-France comme ailleurs. D'ailleurs, si Copenhague a échoué, c'est pourquoi Copenhague a échoué parce que les égoïsmes capitalistes à l'échelle planétaire sont trop importants et que les logiques de concurrence des économies libérales priment sur l'intérêt du développement durable. J'étais moi-même à Copenhague, j'ai assisté au débat du contre-sommet et on suivait, et tout ce qui remontait des gens de la planète entière qui étaient là, du monde associatif, c'était précisément la mise en cause de ces logiques-là. Et à ne pas s'attaquer à ces logiques-là, à penser qu'on peut faire de l'écologie, voire à faire, comme ils disent, du capitalisme vert, je pense qu'on continuera d'aller dans le mur, parce qu'effectivement, on ne peut pas continuer à avoir des groupes qui ont une obsession, c'est des taux de rentabilité à 2 chiffres, et penser qu'on va remettre en cause les modes de production actuels qui demandent de penser à une toute autre échelle. Donc on ne peut pas avoir le nez sur les courbes de profit de l'année qui vient et penser à réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon de 2050. Donc je pense qu'il faut choisir, c'est ou le développement durable, ou les logiques de mise en concurrence et de rentabilité actuelle. Et je pense que ce qui fait la différence, c'est que dans les listes d'Europe Écologie, il y a des gens, Daniel Cohn-Bendit en est un, et il le revendique, qui pensent, eux, que l'écologie est compatible avec le libéralisme actuel. Et moi, je pense le contraire. Merci. Une deuxième question de Geoffroy ? Ah, finalement, on a changé. C'est Anna qui a une question. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, nous sommes à Sciences Po et on se pose la question de savoir comment diminuer le chômage des jeunes diplômés. Voilà, question simple. Il faut des politiques d'investissement. Il faut des politiques de création d'emplois dans plusieurs domaines. Le problème des jeunes diplômés, c'est le même que celui des jeunes précaires, etc. C'est l'état du marché de l'emploi. Le problème n'est pas essentiellement dans la formation des gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens très bien formés, vous en faites partie, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne trouvent pas d'emploi. Donc moi, je pense que, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, il faut investir dans l'emploi public. Parce que parmi les débouchés qui sont en train de se fermer pour les jeunes diplômés, il y a les emplois dans la fonction publique, les emplois dans la fonction publique hospitalière, les emplois de médecins, les emplois de profs.
Tout ça sont des emplois qu'on est en train de diminuer avec la politique de non-remplacement d'un départ en retraite sur 2. Ça aboutit d'ailleurs à des catastrophes, y compris celles qu'on vient de connaître dans les lycées d'Île-de-France. Donc il faut au contraire réinvestir dans l'emploi public et dans l'emploi public de qualité. Il faut aider différemment les projets innovants et créateurs d'emplois dans les PME. Ça passe par une autre politique du crédit, parce que la principale chose qui étrangle les PME, c'est souvent les donneurs d'ordre et les banques qui étranglent les politiques du crédit. Donc il faut encourager l'innovation par une autre politique du crédit. Et pour ça, nous, on pense qu'il faut un secteur public, bancaire et financier, à la place du système bancaire et financier actuel, qui fonctionne lui aussi sur les logiques de rentabilité dont je parlais. Et puis, je sais bien que ça se dit pas assez ou de moins en moins, mais je pense qu'il faut aussi une politique industrielle ambitieuse, peut-être aussi pour changer l'industrie et avoir une autre vision, faire muter les systèmes productifs. Mais je pense que pour ça, on a besoin de salariés qualifiés. Donc, moi, je crois au développement de l'emploi qualifié. L'avenir appartient à l'emploi qualifié, et je pense que c'est ça qu'il faut soutenir. Il faut soutenir les efforts de recherche, soutenir l'innovation, à l'inverse des politiques actuelles qui, en ayant l'œil toujours sur la rentabilité, développent des politiques de précarisation massive, ce qui aboutit à l'aberration qu'on forme des gens, mais après on cherche à les employer au moindre coût, et donc on rend tous les jeunes, diplômés ou pas, de plus en plus précaires. Merci. Quel respect du timing, c'est époustouflant. On n'a jamais connu ça pour l'instant sur le plateau de Sciences Po TV. Je vous propose immédiatement de rejoindre mon comparse ici présent, oui. Benoît Charvet, qui a des questions dans la salle, il me semble. Oui, au fond, il y a une question déjà. Alors, qu'est-ce qu'il y a des questions? Je vois une main qui se lève. On va essayer de faire ça rapidement. Bonjour, je veux savoir Bonjour. Concrètement, parce que sur l'environnement, c'est très bien de dire qu'on va passer à un système moins libéral, etc. Mais concrètement, en tant que candidat à la régionale, avec un budget en niveau environnement qui est ridicule, enfin, vous avez globalement, vous avez les transports, l'emploi très bien, mais le budget des environnement, ça va être du saupoudrage. On va mettre des panneaux solaires sur le conseil régional, sur le conseil sur les conseils généraux. Mais concrètement, au niveau environnement, quelle marge de manœuvre vous avez? Est-ce que vous avez des capacités d'emprunt? Est-ce que vous avez des capacités de financement, que ce soit européen ou par rapport avec la mairie? Enfin, parce que globalement, au niveau environnement, c'est très bien au niveau de la région en parler, mais il n'y a aucun budget au niveau environnement. Donc, qu'est-ce que vous avez comme proposition claire et précise, et au niveau des financements surtout? Question complète. Oui, mais effectivement, avec les financements régionaux, c'est pas vrai que pour cette question, on résoudra pas tous les problèmes. Le budget de la région, c'est 4,5 milliards d'euros. Donc le budget à lui seul de la région peut pas résoudre tous les problèmes, surtout des problèmes à cette échelle-là. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les transports collectifs est une réponse aussi à la question environnementale. Parce que le développement des transports collectifs en Île-de-France est une réponse à la question environnementale. C'est pas seulement une réponse à la question sociale. Ensuite, il faut encourager, je pense que ça serait la principale mesure à prendre, encourager un plan de rénovation de l'habitat avec des normes énergétiquement, sobres. C'est l'essentiel de la pollution atmosphérique dans une région comme l'Île-de-France est produit en fait par les gâchis d'énergie dans l'habitat. Donc nous devons encourager ça, et je pense que la région peut jouer un rôle à la fois d'incitation financière à ça, et d'autre part un rôle pilote pour mobiliser les énergies de tous les acteurs de la région. Élaborons, ça la région peut le faire, mettons en tas tous les acteurs de la région, y compris les acteurs économiques, les collectivités locales, et élaborons un plan climat régional, avec notamment cette question de l'habitat et des transports au cœur, et on fera progresser la question énergétique. Alors, il y a une autre question juste ici. Bonjour monsieur, je m'appelle Charles et je suis en première année à Sciences Po. J'ai entendu que vous parliez d'une politique économique qui est très ambitieuse, où vous parliez notamment d'une révolution des crédits. Alors c'est génial, c'est très ambitieux, mais comment est-ce qu'avec les compétences de la région, on peut révolutionner le crédit? On propose par exemple, nous, de créer un fonds régional. On peut pas
là aussi, il faut agir au niveau de la région et il faut que la région s'engage dans des batailles plus globales pour changer des choses à une autre échelle que celle de la région. Sur la question dont vous parlez, nous on propose de créer un fonds régional pour l'emploi et la formation, doté par la région. On pourrait le doter par exemple de 100 millions d'euros. Il pourrait prendre en charge les crédits, les taux d'intérêt payés par les PME, donc permettre l'accès au crédit de PME qui ne peuvent pas avoir accès au crédit pour le moment, et puis progressivement mobiliser l'argent des banques en les engageant dans des programmes qui soient socialement et écologiquement innovants en Île-de-France. Parce que le gros problème du crédit, c'est qu'il faut arriver à un moment donné à mettre la main sur l'argent qui est aujourd'hui utilisé par les banques sur les marchés financiers. Mais ça peut pas se résoudre. On peut l'inciter au niveau de la région, mais effectivement, nous avons une proposition qui est plus globale, c'est qu'il faut aller vers progressivement la renationalisation du secteur bancaire et financier. La déréglementation actuelle du secteur bancaire et financier est une catastrophe. C'est ce qui a conduit à la crise financière. Et il faut porter cette proposition. Et à l'échelle de la région, nous pouvons, surtout que je rappelle quand même que si les choses se passent comme nous l'espérons, il n'y aura pas une région à gauche, il y en aura probablement une majorité, peut-être même la totalité. Que font l'ensemble de ces régions de l'ensemble de leur pouvoir? Si elles s'y mettent toutes ensemble, sur les logiques que nous développons, alors on peut progressivement remettre la main sur beaucoup de fonds dans les régions et devenir, face au pouvoir financier, au pouvoir bancaire actuel et face à l'État, parce qu'il faudra affronter l'État, parce que les logiques que nous préconisons sont contraires aux politiques qui sont actuellement mises en œuvre, eh bien il faudra, avec tous ces acteurs-là, mener ces batailles-là. Il y a aussi beaucoup de gens dans le monde du travail qui sont prêts à nous suivre sur ces batailles-là. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont favorables à ce qu'on propose. Donc le rôle d'une région, c'est pas seulement de subir les choses et de gérer à la marge en acceptant de gérer les miettes. Si on est élu par les citoyens, on doit aussi porter leurs ambitions, même s'il faut le faire en affrontant et l'État et les grands groupes dans un certain nombre de domaines. Merci. Juste avant de passer à la question de nos partenaires de Rue 89, je voyais la première question, enfin l'auteur de la première question qui secouait la tête, et je crois qu'il n'était pas satisfait, c'est-à-dire je crois qu'il attendait un chiffre. Alors, je me trompe ou... Très brièvement, juste les financements. Non, mais on peut dégager je l'ai dit à propos de par exemple du fonds régional pour l'emploi et la formation, on peut dégager des fonds de la région, un peu parce qu'effectivement les sources actuelles de financement de la région sont pas extensibles. On peut mobiliser l'emprunt. Nous pensons que c'est possible de lever des emprunts de la région importants. Je l'ai dit sur la question des transports, sur la question du logement ou sur la question de la rénovation de l'habitat. On peut engager effectivement des emprunts au niveau régional, c'est tout à fait possible, mais je répète, même si ça peut paraître pragmatique, il faut aussi affronter les logiques dominantes. Penser que la région va solutionner les problèmes en laissant intactes les logiques dominantes est une illusion. Donc la responsabilité de la région, c'est aussi de dire aux électeurs et aux citoyens, la région devra se battre contre un certain nombre de logiques qui nous empêche de mettre en œuvre les politiques que nous préconisons. Et je ne pense pas que ce soit que le pragmatisme au nom duquel on fait que gérer dans son coin, etc., soit forcément la bonne solution. Il faut à un moment donné, on ne peut pas dire on va révolutionner les transports en Île-de-France et puis ne pas toucher à des problèmes, parce que révolutionner les transports en Île-de-France, il faut mettre des milliards et des milliards d'euros sur la table. Ceux qui racontent le contraire racontent n'importe quoi. Pécresse peut écrire dans tous ses tracts qu'on va révolutionner les transports, mais ce qu'elle fait tous les jours, c'est avec la politique gouvernementale, c'est le contraire.
Donc si on veut s'attaquer à ces logiques-là, excusez-moi, je termine, si on veut s'attaquer à ces logiques-là, oui, moi je dis la région peut mobiliser des moyens, mais il faudra que d'autres acteurs en mobilisent. Il faudra par exemple, ça fait partie des sources de financement, nous on pense que le versement transport des entreprises doit augmenter en Île-de-France, ça nous paraît économiquement et écologiquement juste, ça passe par un changement de la loi, parce que c'est une mesure législative qui doit changer ça. Eh ben, la région doit se battre pour obtenir cette loi et l'obtenir du Parlement. Merci. Tout de suite, les questions de rue 89 et des internautes. Benoît? Oui, question des internautes pour rue 89 avec Julien Martin. Bonjour Pierre-Laurent, première question. Quels pourraient être les axes de convergence de votre programme avec celui d'Europe Écologie pour créer une véritable politique alternative en Île-de-France et pour que le PS ne se contente plus de gérer une opposition tranquille de la droite? Écoutez, je ne sais pas si c'est Europe Écologie qui nous aidera à secouer le Parti Socialiste. Je sais que beaucoup des électeurs d'Europe Écologie le pensent, donc je pense à eux. Je pense que par exemple en matière de transport, puisqu'on en parle et on y revient, mais en matière d'habitat que je viens de citer, il y a dans les objectifs affichés des choses qui nous sont communes dans l'ambition des objectifs écologiques. Pour atteindre ces ambitions-là, il faudra mobiliser des moyens. Est-ce qu'on est capable de se mettre ensemble d'accord sur la manière de mobiliser ces moyens, de s'attaquer à ces logiques? Je pense que sur certaines choses, ça sera possible, et sur d'autres choses, il y aura du débat dans la majorité régionale. Moi, je dis pas que, puisque nous fusionnerons, nous l'avons dit, avec le Parti Socialiste et avec Europe Écologie, au second tour pour battre Valérie Pécresse, mais je dis aussi que dans la majorité régionale future, il continuera d'avoir des débats sur la manière d'atteindre les objectifs qui nous sont communs. Et je pense qu'il faudra que les électeurs et les citoyens pèsent dans ce débat si on veut aller vers des solutions efficaces. Mais pour tout vous dire, je pense qu'on aura autant de débats avec nos partenaires socialistes qu'on en aura avec Europe Écologie. Une petite question précise, j'en pose qu'une autre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur les sans domicile fixe qui sont malheureusement en nombre important dans notre région et notamment dans les rues et les métros parisiens, que comptez-vous faire et qu'avez-vous comme proposition pour les aider à retrouver une vie décente? Il faut plusieurs choses. Un, il faut prendre tout de suite des mesures pour construire du logement très social, comme on dit, même si moi j'évite d'opposer logement très social à logement social comme le font certains. Je pense qu'il y a des mesures de réquisition à prendre. En Île-de-France, il y a énormément de logements vacants. Et je pense que ça passe, quand on est dans l'urgence, par la réquisition. Ça fait partie de l'arsenal législatif qui existe. On peut réquisitionner. Et je crois que c'est une arme qu'on utilise très peu aujourd'hui sous prétexte de ménager les propriétaires. Mais je pense que le scandale aujourd'hui est trop grand. Il y a 160 000 logements vacants à l'échelle de l'Île-de-France. Je pense qu'il faut réduire cette vacance de manière beaucoup plus volontaire, et je pense qu'il faut user de la possibilité de réquisitionner quand on est dans une telle urgence, en particulier l'urgence de gens qui se trouvent à la rue, et pas seulement dans la période hivernale, parce que c'est évidemment terrible dans la période hivernale, mais c'est aussi terrible dans le reste de l'année. Et parmi nos propositions, ça sera peut-être symbolique, parce que ça fait pas partie de la loi possible, mais nous, on proposera, et on le proposera dès le début de la mandature, de déclarer la région territoire anti-expulsion et d'interdire les expulsions locatives qui jettent des gens à la rue sans solution. Merci. On va passer à l'étape suivante, puisque vous avez eu plus de temps pour la question de la salle. Donc, il est de notre devoir de respecter le temps de parole égal de tous les participants. Donc, je vous propose tout de suite de passer aux 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, tout le monde connaît un peu le principe ici. Vous allez peut-être le découvrir avec nous. Il y a un cahier à côté de vous. Dans ce cahier, il y a une question qui a été posée par le candidat précédent, Monsieur Dupont-Aignan. Je vous invite à nous la lire et puis à y répondre, bien entendu. J'ai du mal à lire. Que ferez-vous au deuxième tour? Comment concilier
vos positions avec les arbitrages des Verts. Ce que nous ferons au deuxième tour, c'est assez clair, je crois, nous l'avons dit et répété. Si nous nous présentons au premier tour pour faire peser dans la gauche des positions d'une gauche plus combative que celle qui domine actuellement dans la majorité régionale, mais au deuxième tour, pour nous, il n'y a pas de doute. Nous fusionnerons avec les listes de gauche et d'Europe Écologie pour battre Valérie Pécresse. Nous refuserons de fusionner, que cet accord se fasse avec des gens du MoDem, parce que nous considérons que les idées qui sont portées par le MoDem sont inspirées par le libéralisme et que nous n'avons pas besoin du MoDem pour faire une majorité de gauche dans la région. Peut-être d'ailleurs cette question sera réglée par le premier tour, puisque à en croire les sondages, je pense que le MoDem, parti comme il est, ne dépassera pas les 5% au premier tour. Mais même s'il le dépassait, nous sommes résolument hostiles à cette fusion. Et pour nous, la question ne se pose pas, nous négocierons pas un programme commun sur toutes les questions en 48 heures. Nous constituerons une majorité régionale, nous continuerons à porter les objectifs que nous avons portés dans le premier tour. Le débat, comme je l'ai dit tout à l'heure, continuera dans la majorité de gauche. Il y aura des choses en commun à faire, des choses qui continuera de faire débat, mais nous ne ferons pas croire aux électeurs que nous sommes tombés d'accord sur tout dans les 48 heures qui séparent le soir du premier tour du dépôt des listes au deuxième. Donc nous ferons des listes pour battre la droite. Nous travaillons à tous les objectifs communs aux trois listes qui auront constitué cette majorité et nous poursuivrons le débat sur les autres. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion peut-être en 1 minute et puis après je vous inviterai à poser une question à notre prochain interlocuteur, M. Gron du NPA. Sur un petit mot de conclusion, je pense que on voit bien qu'on se dirige maintenant vers une élection où la gauche a toutes les chances de l'emporter, parce que je pense qu'il y a une envie forte chez ceux qui vont se mobiliser, qui sont pas assez nombreux pour le moment, puisqu'on prévoit aussi des forts taux d'abstention, mais chez ceux qui déclarent leur intention d'aller voter, on se dirige vers une très large victoire de la gauche. Donc je pense que la question qui nous reste à trancher dans les 3 semaines qui viennent, c'est quelle gauche gouvernera la région. Et je pense qu'il y a un débat à avoir entre électeurs de gauche, tous ceux qui veulent sanctionner la politique actuelle jusqu'au premier tour. Et notre ambition avec les listes du Front de gauche, qui rassemblent plusieurs formations, c'est de faire peser dans la gauche une vraie ambition sociale. Il faudra pour la majorité régionale affronter ses responsabilités avec la droite qui restera au pouvoir. Il faudra donc une gauche courageuse et une gauche de combat, une gauche qui tienne bon et une gauche qui ne renonce pas. Et je pense que plus il y aura d'élus du Front de gauche dans cette majorité, plus on aura des chances d'avoir cette gauche-là, une gauche courageuse et combative, et pas une gauche qui plie devant le premier obstacle. Cette question-là, elle ne se règle pas le soir du 21 mars, elle se règle le soir du 14 mars du premier tour. Donc moi j'ai envie de dire à ceux qui le veulent, donnez de la force au Front de gauche pour avoir une gauche combative et vous aurez une victoire pleine et entière contre la droite au deuxième tour. Pierre-Laurent, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Sciences Po TV. Une petite question pour Monsieur Gron et je vous invite à nous quitter par le côté droit. Merci infiniment. On peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît.